Bonsoir à toutes et à tous. La séance est donc ouverte. Séance particulière en ce sens que le contexte avec le coronavirus, certains membres du Conseil ont souhaité se sont excusés de ne pas participer à cette réunion. Je remercie les membres ici présents qui ont fait preuve de responsabilité au niveau de leur mandat qui leur a été attribué par les citoyens. Il ne faudrait pas que les responsables politiques fuient leurs responsabilités. On peut comprendre que certaines personnes ne souhaitent pas participer, mais le mérite des personnes présentes est d'autant plus grand. Alors, je dois commencer le conseil communal en ajoutant 2 points en urgence. Donc, il y avait le cahier spécial des charges pour l'allocation de la chasse du territoire de Saint-Hubert, la ratification. C'est un dossier, un cahier des charges qui doit passer directement ici aussi, parce que dans ce territoire-là, notre territoire est trop petit pour être un lot de chasse à lui seul, et donc doit être intégré dans le cahier des charges de Saint-Hubert, d'où l'urgence, puisque eux, en principe, auront conseil pour la semaine prochaine. Et alors également, un point qui nous est arrivé aujourd'hui, donc il y a l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres. Donc, il y a une motion qui est déposée pour demander le report de l'entrée en vigueur partielle de cet arrêté qui est programmé au 1er mai, pour qu'on évoque l'urgence aussi, pour pouvoir présenter ce point, parce que quand aura lieu le prochain conseil communal, il n'est pas certain qu'il sera programmé très rapidement, puisque la date d'échéance de l'entrée en application de ce point est prénommée par le gouvernement wallon au 1er mai. On est donc pour ça que le conseil communal se positionne par rapport à cet arrêté. Alors le premier point. Pour voter. Ah oui, pour voter. Donc, avant, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de Jean Lardon, qui était conseiller CPS et qui était toujours en fonction au moment de son décès. Merci. On revient donc au point programmé à l'urgence, puisque l'ensemble du conseil est d'accord pour inscrire ces points d'urgence. Oui. Oui. Charline? Oui. 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 Alors, le premier point de l'ordre du jour qui nous occupe, c'est donc la démarche zéro déchet, plan d'action suite à l'environnement communal du 31 août 2017. Il y a des échéances aussi à respecter à ce niveau-là. Et je vais passer la parole à Laura Bertrand, qui est notre éco-conseillère, qui va nous expliquer quelle est la programmation de cette démarche et également quelle est l'échéance à laquelle nous sommes tenus. À toi la parole. Ça commence bien. Tu vois, les politiciens, ils s'accrochent. Ah, voilà. Bon, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laura Bertrand. Je n'ai pas encore rencontré tout le monde, la nouvelle éco-conseillère. C'est mon premier conseil communal dans des circonstances un peu particulières. Donc, c'est original. J'espère que je vais apporter un peu plus de légèreté que la situation actuelle, avec l'objectif zéro déchet sur la commune. Tout d'abord, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit point sur la thématique des déchets à Nassonne. Donc ça, c'est le petit tableau de bord qui avait été réalisé par Idelux Environnement en 2018. Donc pour information, en moyenne, chaque citoyen de Nassonne produit 544 kg de déchets sur une année. Et comme on voit en dessous, donc c'est en légère hausse d'année en année, donc on produit chaque fois un petit peu plus de déchets.
Alors évidemment, c'est pas les déchets récoltés en biobac, ça représente vraiment tous les déchets, comme sur la photo. En fait, ils ont essayé de représenter ce que ça représentait justement 544 kilos, donc ça comprend les encombrants, les déchets verts, les verres, papier carton, etc. Voici ici sur le petit schéma, donc le cercle intérieur, c'est les différentes filières de valorisation des déchets. Donc on peut voir que plus ou moins 20% sont biométhanisés, compostés, donc ça c'est les déchets organiques et les déchets verts. Le reste est recyclé, donc verre, papier, carton, PMC, inerte. Et enfin, il y a la valorisation énergétique de la fraction résiduelle encombrant et bois. Donc, en soi, ça fait 98% des déchets qui sont valorisés via une filière de valorisation, et seulement 2% se retrouvent donc en centre d'enfouissement technique. Donc, comme je l'ai dit, la fraction, ce qui se retrouve dans les biobacs, c'est seulement les 19%, donc c'est 102 kilos par an par EH, donc c'est équivalent habitant sur la commune de Nassau. Et c'est un peu cette fraction-là qu'on essaye de réduire, bien que tous les déchets soient importants. Alors, pourquoi faire du zéro déchet? Le zéro déchet, c'est quoi? En quelques mots, c'est vraiment appliquer la règle des 5 R, comme on dit dans la démarche. Donc, c'est d'abord, en termes de priorité, d'abord refuser tout ce qu'on peut refuser en termes de déchets, donc éviter le suremballage, mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres, etc. Ensuite, il faut réduire un maximum ce qui n'est pas indispensable et utiliser autant que possible donc des mouchoirs réutilisables, des essuie-tout réutilisables, sauf ici en cas de coronavirus, où les mouchoirs sont à priorité, ça dépend du contexte. Ensuite, on réutilise un maximum, on répare ce qui peut être réparé avant de jeter. Enfin, on recycle, donc recycler c'est seulement la 4e étape avant de jeter. Et le dernier, donc en anglais c'est rot, ça veut dire composter, donc c'est le 5e R, prendre à la terre ce qui est possible de lui fournir. Alors pour quel bénéfice le zéro déchet? Les 3 grands enjeux du développement durable. Évidemment, l'enjeu environnemental, c'est assez évident, réduire les déchets, c'est un impact positif sur l'environnement, mais il y a aussi l'impact financier, parce que récolter les déchets et les recycler, ça coûte quand même cher pour tout le monde. Et on oublie aussi l'enjeu social, parce que la démarche zéro déchet, ça implique quand même une forte cohésion sociale, parce que ça force un peu les gens à retourner voir les petits producteurs locaux, à échanger des recettes, à se rencontrer près du marché du terroir, par exemple. Et ça, c'est vraiment un enjeu qu'on peut constater fort avec Marie-Alice pendant le défi des familles qui a été initié donc cette année. Donc le défi des familles, c'est quoi? C'est une campagne de sensibilisation à la démarche zéro déchet qui a été initiée par Julie et Marie-Alice l'année passée et que j'ai repris en cours de route. Ça concerne qui? C'est une dizaine de familles, normalement c'était une quinzaine, mais bon, officieusement c'est plutôt une dizaine de familles qui participent aux activités et qui se sont inscrites volontairement pour poursuivre le défi. Alors pourquoi faire? Évidemment pour réduire les déchets. On a la chance à Nassau d'avoir des biobacs qui sont pesés, donc on a déjà chiffré la quantité par ménage qui participe. On essaye de réduire donc la fraction résiduelle et organique des biobacs pendant ces 6 mois de défi. Depuis quand? C'est sur 6 mois. On a commencé en octobre avec la conférence zéro déchet de Sylvie de Roulance. Et donc là, normalement, c'est le mois de mars, c'est le dernier mois. Mais donc, voilà, avec les circonstances, je vais devoir reporter les ateliers, donc ça va durer un petit peu plus longtemps. Tant mieux. Et donc, comment ça se passe? Donc, chaque mois, j'apporte une thématique différente sur le zéro déchet. Donc, toutes les semaines, les familles reçoivent par mail les bons plans ZD du lundi. Ils savent ce que c'est, ils sont habitués à recevoir bien sûr des petits défis, des recettes, des produits d'entretien, etc. Et j'organise un atelier pratique par mois, donc sur une des thématiques. Il y en a déjà eu pas mal. Donc, le premier, c'était en septembre, un peu pour dégrossir la matière avec Idélux Environnement. Donc, Delphine Daron a voulu présenter donc, les différentes filiales de valorisation des déchets, le tri, le recyclage, etc., comment ça se passe du côté de l'intercommunal. Ensuite, il y a eu la conférence de Sylvie de Roulance qui a marqué l'inauguration du défi le 3 octobre 2019, qui a rencontré un petit succès aussi. Il y avait quand même pas mal de monde à cette soirée. Ensuite, en octobre-novembre, d'abord, on a analysé ensemble la taxe immondice et faire un petit topo de qui fait quoi déjà et échanger les bons plans chacun. En novembre, on a fait des produits d'entretien fait maison avec aussi des luxe environnement. En décembre, on a fait des ateliers brico-récup et do it yourself, donc ça veut dire qu'on a, avec des vieux t-shirts, on a fait des sacs à pain, avec des chaussettes, on a fait des tawashi, donc c'est des petites éponges avec des chaussettes réutilisées.
des furoshiki, donc des emballages pour Noël mais avec des tissus. Donc ça, il y avait quand même pas mal de monde aussi et ça a été fort apprécié. En janvier, on a fait atelier compostage et paillage, puisque c'est le 5e R, c'est composter, donc on a appris à comment bien composter dans son jardin, pour valoriser ces déchets-là. Et on a quand même réussi à faire un petit atelier la semaine passée, avant la quarantaine, donc pour la stérilisation des aliments. Évidemment, il y avait un petit peu moins de monde, malheureusement, mais c'est Madame Agnès Lucie qui a fait un petit atelier sur comment mettre en bocaux. Les 2 ateliers à suivre, donc j'aurais voulu faire un atelier lactofermentation et cuisine anti-gaspillage, mais la date viendra quand on pourra. Et la dernière réunion, ce sera un petit bilan pour justement comparer la taxe 2019 avec la taxe 2018, voir s'il y a une petite réduction des déchets et voir quels étaient les points forts et les points faibles de chaque famille. Donc le petit topo pour cette activité, donc pour moi je trouve que c'est un joli succès parce que les personnes sont super motivées, il y a beaucoup d'échanges et c'est très intéressant. Mon petit regret, c'est que le public, les familles qui sont inscrites sont des familles qui sont déjà très sensibilisées à la thématique et qui faisaient déjà énormément d'efforts. Et quand on voit la quantité de déchets qu'ils génèrent par rapport à la moyenne des habitants, ils sont déjà loin en dessous. Donc si c'était à refaire, j'aimerais bien cibler un public plus précarisé et qu'il y aurait vraiment des efforts à faire sur les déchets. Ensuite, ce serait bien de communiquer donc, de manière la plus large possible. Donc, je fais déjà via Flash Info avec la rubrique Zéro Déchet, mais si on peut inclure le maximum de personnes, parce que 10 familles sur l'échelle de la commune, c'est pas encore suffisant. Ensuite, je pensais qu'il était important de développer le rôle de l'exemplarité de la commune. Donc, on va passer par les familles, mais je pense que c'est possible de faire un effort ici en interne aussi, et qu'on pourrait définir un plan d'action pour justement chiffrer ces efforts pour pouvoir communiquer autour de ça et montrer l'exemple. Alors ça tombe justement parfaitement bien, j'ai eu de la chance, parce qu'il existe donc l'arrêté de subvention en matière de prévention des déchets, donc qui octroie normalement 30 cents par habitant par an pour faire des campagnes de prévention aux déchets ménagers. Alors à partir du 1er janvier 2020, cette subvention peut être majorée. Donc pour les communes qui s'impliquent dans la démarche zéro déchet, donc on obtient donc 80 cents par habitant par an. Donc pour la commune de Nassau, c'est plus ou moins 4 300 €. Et outre l'argent, il y a quand même pas mal d'aides disponibles autour de cette démarche et une structure bien spécifique. Donc, le gouvernement a vraiment bien défini ce qu'était la démarche zéro déchet. Ça implique quand même pas mal de choses. Donc qu'est-ce que c'est selon la définition qui a été donnée dans l'arrêté? Donc d'abord, il faut mettre en place un comité d'accompagnement, donc un comité de pilotage, qui devra établir un petit diagnostic du territoire, donc les atouts, les faiblesses de la commune, et établir un plan d'action précis avec des indicateurs. Rien de bien compliqué, puisque apparemment, le minimum, ce serait moi en tant que conseillère et Marie-Alice en tant que Chine qui a les déchets à sa charge, avec éventuellement Delphine Daron d'Idélix Environnement comme accompagnement si on le souhaite. Évidemment, on peut faire un comité un petit peu plus grand, un comité de suivi avec des acteurs externes, ça ce sera à décider par après. Ce qu'il faut faire aussi dans la démarche zéro déchet, c'est mettre en place une éco-team au sein de la commune, parce que ici évidemment c'est une administration de forte consommation de papier, il n'y a pas spécialement de poubelle de tri dans les bureaux, donc c'est Ava, la technicienne de surface, qui trie un petit peu les déchets en les récoltant. Il y a pas mal de petits gestes à faire, donc ce serait le rôle de l'éco-team. J'envoie un petit appel aux volontaires pour qu'on fasse un petit comité et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble ici en interne et pouvoir communiquer autour de ça. Le troisième point important de la démarche zéro déchet, c'est d'établir un plan d'action structuré avec des indicateurs. Donc ça, c'est un peu la mode en ce moment de faire des plans où on définit des objectifs stratégiques, spécifiques, avec des indicateurs, pouvoir chiffrer. Voilà, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi bien encadré, ça a été bien défini. Donc en soi, la commune devra déterminer 3 actions concrètes à réaliser par an qui touchent des flux de déchets et des publics cibles différents. Donc il y a toute une grille de décision qui est donnée par la région. Bon, je vous la montre là, mais elle est assez indigeste, donc c'est juste à titre d'information. Donc parmi cette grille, donc, il faudra juste choisir 3 actions en fonction d'un public cible et d'une filière de déchets, sachant que actuellement le défi des familles zéro déchet, ça rentre déjà dedans, ça pourra être valorisé pour l'année 2020.
Ensuite, les 3 autres points sont des points un peu logiques et évidents, enfin, pas spécialement compliqués à mettre en place. Donc, ce sera diffuser sur le territoire communal les actions de prévention définies à l'échelle régionale. Donc, la région fournira des outils qu'il faudra promouvoir. Mettre à disposition les bonnes pratiques développées au niveau de la commune. Ça, ce sera fait aussi via la planche info. Tant qu'à faire des efforts, autant les partager. Et le dernier point, donc, c'est évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets. Ça, ce sera via les indicateurs qu'on déterminera dans le plan d'action, donc pouvoir chiffrer ça et les communiquer à partir de 2021. Donc ça, c'est les 6 points qui englobent la démarche zéro déchet. Et donc voilà, si la commune souhaite poursuivre et développer donc, à plus large échelle la dynamique zéro déchet ici sur le territoire et bénéficier du subside, elle doit, donc ça c'est les petites deadlines à respecter, donc avant le 30 du 4, donc il faut notifier à la région l'intention de poursuivre la démarche. Normalement c'était le 31 mars, mais on a eu un petit bonus de temps. Mettre en œuvre les actions de bonne gouvernance, donc ça ce sera mettre en place le comité de pilotage et les cotines, ainsi que les actions concrètes touchant les flux des déchets et les publicités. Donc ça c'est les 3 actions qu'il faudra sélectionner dans la grille de décision. Ça doit être réalisé en cours de l'année 2020, mais comme je vous l'ai dit, donc le défi des familles, ça rentre déjà dedans, ce sera déjà une action. Ensuite, il faut introduire donc, la demande de subside pour les actions réalisées donc, a posteriori, donc pour septembre de l'année suivante, 2021. Et ensuite, ce sera cyclique en fait. Donc chaque année, en octobre, la commune doit notifier son intention de poursuivre la démarche, réaliser ses actions, et septembre de l'année suivante, demander les subsides. Et ce sera comme ça, jusqu'à ce que le robinet se ferme, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc on aura droit à un subside chaque année. Normalement. Vous avez des questions? Est-ce que la commune décide de poursuivre ce projet zéro déchet ou pas, comme il vient de le présenter? Est-ce que vous comptez continuer au-delà de 2020? Oui. Ben, ici, le point inscrit à l'ordre du jour, c'est justement pour votre position. La décision qui est prise ce soir, c'est pour poursuivre. Au-delà de 2020 aussi ou juste au-delà de 2020? Oui. Bien, d'accord. Chaque année, en fait, la décision Ouais, va être. Donc là, c'est pour chaque 2020. Ouais. Ce subside-là peut servir pour des formations, des achats de matériel, pour... Oui, les frais de personnel aussi en interne. C'est pour ça que même pour le moment, le défi des familles n'a rien coûté, donc j'arrive à faire des ateliers gratuits. Mais en soi, on peut quand même valoriser le fait qu'on fait des campagnes dans le Flash Info, que j'y travaille presque un jour par semaine. Et voilà, ça rentre dedans aussi. Il faut savoir aussi que la conférence de séminaire, c'est grâce au subside de la commune en transition qu'on a pu avoir cette conférence. Ça nous aurait coûté aussi. Oui. Le document en 33, est-ce que ce que qui s'inscrit dans le cadre du PSE? Oui. Mais c'est vrai que si on peut avoir un subside, il y aura des ateliers où ce sera mieux. C'est déjà plus, je crois. D'autres remarques ou demandes à ce sujet? L'éducation, pour l'exposer. Oui, Comme premier, l'éducation. C'était clair. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on passe au vote. Oui. 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 Point suivant, donc c'est le cahier des charges pour l'allocation. Merci Laura. Donc, cahier spécial des charges pour l'allocation des charges sur procédure ouverte. Donc, pour pouvoir passer en procédure, remettre en location, il y a 2 lots qui viennent échéance ici au mois de juin 2020. Donc il y a un territoire sur Nantes et l'autre sur Masnou. Vous vous souvenez que nous avons pris la décision d'adhérer aux recommandations pour le PEFC.
Donc, dans ce cadre-là, les recommandations qui avaient été intégrées dans le PEC, on les a intégrées ici dans notre cahier des charges, et on les retrouve essentiellement au point 5 de la procédure ici. Et alors, il y avait également, dans le cadre de cette certification PEFC, c'était la question du nourrissage qui était mise plus spécifiquement en avant. Donc, il est programmé ici, pour ce qui est du sanglier, interdiction totale de nourrissage. Et alors, par rapport au cahier des charges qui avait été voté en 2017, je crois. En 2017. Donc, on retrouve les mêmes mentions. C'est ainsi qu'il y a le 5e provisionnel. Le 5e provisionnel, c'est quoi? C'est le loyer, le candidat chasseur remet sa soumission et un loyer annuel. Et en plus, il devra verser à la caisse communale 20% en surplus. Et donc, ces 20%, le 5e provisionnel est destiné à la commune pour couvrir financer les mesures de protection. Donc, dans les mesures de protection, c'est quand on fait des plantations, c'est pas pour aller faire des mesures de protection vis-à-vis de la zone agricole. Donc, cet élément-là, le 5e provisionnel, est maintenu. Et alors, dans les recommandations de type de chasse, comme on l'avait mis en 2017, ici, le mode de chasse qui est aussi autorisé, c'est la chasse silencieuse. Et vous avez parcouru les annexes pour déterminer les différents types de chasse, à l'approche, à l'affût, au réacré et à la chasse silencieuse. Donc, ces différents modes de chasse sont autorisés. Et alors, pour ce qui est des superficies, vous avez remarqué, c'est à l'annexe on donne le descriptif des deux lots de chasse. Donc celui-ci, ça concerne Madou. Donc il y a 209 hectares, principalement en zone forestière. Vous voyez, il est quand même morcelé, mais il est imbriqué dans un autre territoire privé, et qui est presque propriété totale du même privé. Et alors, il y a le bois de journal, qui est celui-ci. Et lui, il forme un lot. Et ça, c'est le lot numéro 12. Et là, il y a 353 hectares, dont 73 hectares de bois de journal. Donc, ce qui se passe ici pour notre cahier des charges, il y a quelques modifications qui ne sont certainement pas sans intérêt. C'est par rapport à la certification du PEC. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à ceci, Charline peut-être? Obligatoire, non? Comme ça avait été dit la fois passée, la commission consultative de la gestion de forêt avait parcouru avant le... Donc, donc, au niveau de la commission forestière, il y a 3 groupes de travail. Donc, tu as la gestion synergétique, la production forestière, et puis alors ce qui est social et touristique, et l'autre, le reliquat, je vais dire, parce qu'on ne le voit pas dans les deux autres groupes. Et alors, la commission plénière s'est réunie au mois de février, fin janvier ou début février. Et alors, on leur a soumis, donc nous autres ici, nous avons reçu le projet de convention, le cahier des charges formulé par le DNF,
et nous l'avons soumis au groupe de travail synergétique. Pas l'ensemble de la commission forestière, mais c'est ce groupe de travail-là qui s'est penché dessus, qui a formulé quelques remarques, et d'ailleurs qui ont été pris en compte partiellement par la... Non, que nous avons intégré au niveau du collège et que nous avons soumis au niveau des particularités à ce niveau-là, par exemple, toujours dans l'article 5. Donc, si vous voyez, pardon, à la page 6, pour les tableaux annuels de chasse pour les espèces étrangères, en distinguant les prélèvements pour le lot et l'ensemble de son territoire, tout en précisant la classe d'âge et le sexe des animaux créés pour chaque espèce. Donc, en fait, au départ, cahier des charges programmait faire le relevé sur le lot et sur l'ensemble du territoire de chasse. Donc la commission a précisé qu'il était utile d'avoir la classe d'âge et le sexe des animaux tirés, mais en plus a ajouté, par exemple le chevreuil, c'est de savoir combien de retards ont été tirés, combien de chèvres ont été tirés et combien de chevrières ont été tirés. Au sanglier, combien de verres à plus de 35 kg, combien de lait de plus de 35 kg et combien de marcassins de moins de 35 kg l'idée. Les cervidés, les grands cerfs, les poussières, les biches et les fonds. Il faut savoir qu'au niveau du plan de tir, il n'y a que pour les cervidés qui entendent tir. Les informations que les élèves recevaient, concernaient les cervidés, les grands cerfs, les petits cerfs, les biches et les fonds. Mais ne donnaient pas plus de précision. Et on savait qu'il y avait autant de sangliers de X kilos, on ne faisait pas de distinction entre les sexes. Et ça, c'est quand même très important, en ce sens que si on voit le tableau de chasse, on a principalement des verras et non des laits, il y a un souci. Parce que l'idéal, c'est quand même qu'il y ait plus de lait pour éviter, pour tendre vers une diminution, c'est qu'il y ait quand même plus de lait, ou au moins autant de lait qu'il soit tiré qu'il y ait de verras. Autrement, si ça donne simplement à tirer les verras, les laits, c'est quand même, ça peut aller avec les conditions qu'on a pour l'instant, ça peut aller jusqu'à 3 reproductions par an. Et la première portée est déjà, à la fin de la saison, peut déjà reproduire elle-même. Donc, comme le coronavirus, ça explose, quoi. Donc, faut faire très attention. Et c'est pour ça que ces éléments-là, que la commission forestière a émis, donc ça c'est l'avis, commission forestière, c'est comme un avis des citoyens, et cette mention-là m'a paru tout à fait opportune de pouvoir l'intégrer, étant intégré dans le cahier des charges. Ça correspond en plus à l'objectif qui est défendu par le PEC, ça nous permettra d'avoir un outil qui nous permet d'interpeller le chasseur si on constate qu'il y a des différences considérables dans les différents types de catégories de gibier qui ont été tirés. Alors, il y a le groupe ensemble, c'est excusé de pouvoir être présent ici, mais néanmoins, formuler quelques propositions d'amendement par rapport à notre cahier des charges. Et la première question qui était demandée, comme Jean-François nous a posé la question maintenant, est-ce que le cahier des charges a été présenté à la commission forêt et agriculture? La commission forêt, oui, auprès du groupe de travail synergétique, l'agriculture, non. Ça ne concerne pas directement l'agriculture en tant que telle. Maintenant, les rapports entre le milieu agricole et le milieu forestier au niveau synergétique, ça c'est une autre paire de manches. Ce qu'on cherche ici, c'est que le patrimoine forestier soit respecté par tous les utilisateurs
et entre autres par les chasseurs. Donc c'est pour essayer d'avoir un cahier des charges qui permette la régénération, le renouvellement de la forêt. Et donc un des éléments, ce que je vous ai pas cité tout à l'heure, c'était les constats enclos et exclos. Donc ça, on a déjà expliqué en quoi ça consistait. Mettre un nombre de gibier autorisé par 1000 hectares, ça ne tient pas nécessairement la route. Parce que le gibier, ça voyage en forêt. Tout dépend quand on fait le recensement, et combien on a il faut faire le recensement au printemps, et par là, c'est pas, à la période de chasse, ils seront plus là. Ils seront à un autre niveau de la forêt. Par contre, si on voit par cette régénération qui n'est pas suffisante par rapport à l'enclos, c'est ce qui se passe à l'exclos, là on pourra dire qu'il y a trop de gibier. Donc ça c'est vraiment l'outil qui moi me paraît le plus performant pour évaluer une densité de gibier et voir si la densité de gibier qui aurait été tirée est suffisante. Et puis il arrive à un nombre de gibier qui constate néanmoins encore des problèmes de régénération, on pourra demander de pouvoir demander qu'ils identifient leur type en différentes sortes de gibier. Alors ce qui est aussi important par rapport à ceci, c'est que, comme vous avez vu dans notre cahier des charges, c'est pour 9 ans, et il y a une évaluation tous les 3 ans, donc à 3 ans, 6 ans, et naturellement à 9 ans. Et ça veut dire qu'à cette période-là, l'évaluation enclos pourra déjà intervenir. Et s'il y a un souci qui est constaté par le DNF par rapport aux normes du PFC auxquelles nous avons adhéré, ils pourront demander à revoir, à densifier leur type, et s'il ne suffit pas, on pourra éventuellement passer le contrat. Donc ça, c'est une particularité aussi qui n'existait pas dans les... C'est la première fois qu'on le rencontre sur les chasses de Nassau. Donc, ça, c'était pour répondre à la question, première question. Alors, il posait une question à l'article 16. C'est point 4. Et en raison de l'apparition de la peste porcine, ça c'est encore un élément aussi que vous citez, africaine sur les territoires de chasse, ou une partie de celui-ci, ou si la chasse doit être totalement interdite en raison des dispositions légales. Le locataire verra la première année synergétique son loyer diminuer de 25% pour chacun des 4 mois, c'est pas pour tout novembre, décembre, puisque la période de chasse c'est sur ces 4 mois-là, devant lesquels la chasse aurait été interdite, tout le mois entamé et dû au bailleur. L'année synergétique suivant l'apparition de la maladie, le locataire pourra renégocier avec le bailleur le montant de la location. Donc c'est une fameuse faveur qui est faite aux chasseurs. Si par malheur la commune de Nassau venait de frapper aussi par la PPA, eh bien on aura le chasseur pourra avoir son loyer diminué de 25% par mois où ça s'est déclaré. Alors ici, ce que le groupe ensemble indique, si le locataire ne peut exercer son droit de chasse, pourquoi doit-il payer 25% du loyer, 75% du loyer au lieu d'être exempté totalement? Mais ça, c'est la réponse. Pour moi, la pension n'a pas été mis 25%, mais c'est par mois. De toute façon, si ça se déclare en septembre, ils ont 75% de réduction. Ça se déclare en octobre, ils ont 50%. Donc là, à mon avis, l'attention n'a pas été portée sur les termes indiqués par mois. Donc ça, ce n'est pas une nécessité de corriger à ce niveau-là. L'article 20, le droit de chasse doit être exercé sur le lot. En ce qui concerne le lot 5, la superficie minimale pour exercer le droit de chasse n'est pas atteinte. Pour la remise en location n'est-ce pas une position qui pourrait décourager d'autres adjudicataires ou favoriser l'actuel. Donc le lot numéro 5, c'est sur Macbook. Et je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est jaune, c'est du bois communal. Donc on voit qu'effectivement, il y a une parcelle là-dedans. C'est qu'un seul lot, ça fait quelques décennies que ce lot est dessiné de la sorte. Donc la question de savoir si
Si on ne fait pas comme ceci, en un seul lot, on peut le décomposer en toute parcelle, on ne fait pas de l'adjudication publique. On fait du gré à gré. Là, il est vraiment certain qu'on négociera avec le voisin. Donc la question de savoir si c'est pas favorisé, on peut pas répondre par la négative, on peut pas faire autrement non plus. Si on ne fait pas ça, ben on passe dans un gré à gré. Mais parcelle par parcelle. Laurie propose un amendement à l'article 31. Donc cet article est contradictoire avec le PEC qui interdit le nourrissage. Proposition d'amendement interdit le nourrissage supplétif ou dissuasif. Et alors, c'est l'article 31, il est mis distribution d'aliments au grand gibier. Au grand gibier, c'est quoi? Ben, c'est les cervidés, chevreuils et sangliers. Donc ici, le nourrissage du grand gibier se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. On s'en tient à ce que la région wallonne a mis dans son pays des chasses pour les chasses, à la réglementation sur la chasse. Donc, si un jour la région wallonne prend la disposition d'interdire l'ensemble du nourrissage sur l'ensemble du territoire wallon, ce qui serait une bonne chose, eh bien, ça devrait être appliqué. Ici, le cahier général des chasses ici, c'est reprend principalement tout ce qui est indiqué dans la réglementation de la Wallonie. Et c'est, faut aller voir dans les conditions particulières pour voir ce qui est vraiment propre à notre territoire de chasse. Donc, moi je peux mettre cette proposition d'amendement interdire le nourrissage supplétif et dissuasif. Est-ce qu'il y a vous comprenez la différence entre supplétif et dissuasif? Le supplétif, c'est quand les conditions hivernales sont trop contraignantes et que le gibier ne sait plus se nourrir, ou supplée le manque de nourriture, supplétif. Tandis que dissuasif, on le nourrit en forêt, qui n'aille pas à l'extérieur. Donc le dissuasif, de toute façon, il est interdit dans notre annexe. Le supplétif sera dans notre annexe repris uniquement pour le cervidé. Le nourrissage du sanglier dans notre annexe numéro 1, il est interdit pour le sanglier. Moi, je pense qu'avant de répondre, naturellement, ça mérite d'exister. Avant de répondre favorablement à ces demandes, moi, je pense que la région Wallonne devrait déjà interdire aux propriétaires privés de nourrir. Parce que les cervidés, les sangliers, les fruitiers ne les connaissent pas. Donc ici, c'est pas, s'il y avait une mention à mettre, c'est pas ici qu'elle doit apparaître. Je ne sais pas l'article 31, on se conforme à la législation. On pourrait dire déjà qu'on interdit. Et tu peux pas, suppose maintenant que le climat change et qu'on se retrouve avec des hivers tout à fait rigoureux. Qu'est-ce qui va se passer? On va ici crever les bêtes. On ne peut pas nourrir. C'est ça le supplétif. Hein. Le supplétif, c'est pouvoir sauvegarder quand même. Donc c'est interdire le dissuasif, ok, mais certainement pas le supplétif. Or ici, c'est plus loin dans le cahier des charges, du moins dans les années qu'on retrouve cette mention-là. Donc moi personnellement ici, je peux le mettre au vote, mais c'est pas là que ça va se trouver. On peut mettre quand même l'amendement puisqu'ils l'ont demandé. Qu'est-ce que vous pensez? Non. Abstient. Non. Non. Alors, on arrive alors à l'annexe 1. Un peu plus loin. Donc, au cas où ça ferait la page 19. Proposition d'amendement. Application de préférence pour un justificateur sortant à condition d'être en conformité avec l'état des lieux de sortie. Donc, quand vous voyez l'article 2, procédure d'adjudication, à l'annexeur, tout le monde là. Donc, vous voyez, il est mis application du droit de préférence pour l'adjudicateur sortant de chacun des lots. Et l'amendement qui est demandé, à condition d'être en conformité avec l'état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie, c'est après l'adjudication qui intervient.
L'état des lieux, ici, pour le contrat en cours, il va intervenir après le 30 juin. L'adjudication, elle doit se faire avant. Parce qu'on doit faire l'adjudication pour qu'au 1er juillet, idéalement, vous n'ayez un locataire, autrement, vous aurez des dégâts pour la commune, à charge de la commune. Donc l'idée, c'est de toujours avoir un adjudicataire. La procédure d'adjudication soit terminée avant le 30 juin. Donc faire un état des lieux, il interviendra après. Et on devrait faire un état des lieux pour, avant qu'on ait mis l'adjudication. Ça ne va pas. Donc cet amendement-là, il n'est pas applicable dans les faits. Maintenant, il faut savoir que à l'avenir, on aura quand même encore la révision à 3 ans et à 6 ans. Donc cet élément-là, pour le prochain bail, pourrait intervenir. Parce qu'on se dira, normalement, s'il est déjà plus tip-top au mois à 6 ans, normalement, on l'aura déjà vu exclu. Maintenant, si on lui fait des recommandations à la 6e année, à 7, 8, 9, pour se mettre en ordre, ici, la saison de chasse, normalement, elle se termine le 31 décembre, et elle peut se terminer, comme c'était ici, parce qu'il n'avait pas tiré assez pour le mois de février. Et supposons que ce serait à l'extrême du mois de février, mais à la fin, là, on s'est déjà évalué. Alors, donc l'article, cet amendement-là, je mets au vote. Non. Non. Je m'abstiens. Non. 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 Alors, l'article 4, distribution d'aliments au grand gibier, proposition d'amendement, remplacer le nourrissage supplétif et est autorisé par est interdit. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le supplétif, tout dépend des conditions climatiques, mais moi je ne suis pas, faut quand même respecter les animaux aussi, quoi. Même si on a trop, à un moment, si on arrive à la norme, c'est pas normal qu'on laisse périr des animaux en forêt. Donc ça, c'est plutôt pour la protection des animaux qu'on programme le supplétif. Et un risque accru d'aller effectuer des dommages dans les parcelles, dans les prairies et tout ça, dans la forêt, attention. Ce qui n'est pas clair, c'est que quelles sont les conditions actuellement à partir du camp où vous autorisez le supplétif. C'est le VNF que j'ai ici. Ok, donc il y a un feu vert qui est dédié C'est ça. à VNF en fonction des circonstances. Oui, c'est ça. Donc le nourrissage supplétif du cervidé est autorisé conformément aux dispositions légales et réglementaires dans la clause de coordination qui sera mise en place sur le procès énergétique. Le locataire ne pourra débuter chaque année qu'après approbation du chef département. Donc c'est mis dans le cahier des charges. Donc c'est ici le BNF qui donne son feu vert en disant vous pouvez l'ouvrir ou pas. Je sais que j'ai mis au vote. Non. Au vote. Non. Je m'abstiens. Non. 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 L'article 10 de cette même annexe, droit de chasse et fonctions multiples de la forêt. Donc, l'exercice de la chasse en battu ou poussée silencieuse est interdit le dimanche et jour férié. Et eux, ils proposent, le proposeur propose qu'il soit mis interdit le week-end et jour férié. Alors, si on veut arriver à des résultats au niveau de la chasse, ça fait des années qu'on travaille avec la chasse le samedi, qu'on le laisse. Parce que ces personnes sont quand même aussi des salariés qui doivent prendre congé pour leur hobby. Ça, c'est encore leur choix aussi. Et si on met trop de restrictions, on risque d'avoir leur tour de manivelle en disant on était disposé à chasser le week-end, mais bon, on n'a pas de se réunir nos gens, et à vous, la contrainte est trop forte. En mettant simplement le dimanche, il faut savoir que la contrainte du dimanche, ça remonte pas au bail de 2017, donc 2009 ou au début des années 2000. Ça, ça a été mis que, avant, on pouvait pas chasser on pouvait chasser tout le temps. Et il y a 2 cahiers des charges, donc 12 ans, qu'on a mis interdire le dimanche, pour laisser aussi la forêt ouverte aux compétitions. Donc le choix ici, est-ce qu'on laisse le cahier des charges tel quel uniquement le samedi? Eux proposent vraiment le week-end des jours fériés.
autres, c'est le dimanche et jour férié. Il est dans le cahier des charges. Donc, vous avez l'explication? Passons au vote. Non, je m'abstiens. Non. 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 Alors, cette procédure-ci, comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est pour les lots qui ont plus de 50 hectares. Puisque pour pouvoir chasser, il faut au moins 50 hectares. Pour pouvoir, ici, on a l'adjudication publique, pour mettre les locataires potentiels en concurrence, on peut toujours aller en... Il vaut mieux aller en adjudication publique, d'ailleurs, c'est le procédé normal. Est-ce qu'on peut voter des charges? Il n'y a plus de remarques par rapport à ce qui a été mis ici? Parce que je crois au vote, oui. Oui, je m'abstiens. Oui. 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 Le point suivant, c'est la location des chasses, le nombre de lots est un peu plus conséquent. Et ici, il ne s'agit plus d'une adjudication publique, mais c'est plutôt qu'on va se retrouver dans un VAD. Pourquoi un VAD? Parce qu'on doit se mettre d'accord avec le chasseur qui est jouxtant pour faire un bloc de 50 hectares. Donc, il y a toute une série de lots qui viennent d'échéance ici, qui précédemment étaient déjà en PAV et qu'on propose de reconduire en PAV, sachant que les remarques concernant le PEC sont également intégrées à l'article 5 du cahier des charges. Et alors, il y a une différence entre celui-ci et le précédent. Le précédent, on parlait de 5e provisionnel. Donc les 20% en plus que le chasseur doit mettre, cet argent-là avec lequel nous autres, la commune doit mettre les mesures de protection. Puis ici, il n'y a pas de 5e provisionnel qui est indiqué, mais si des travaux de plantation devaient intervenir sur leur lot, c'est à eux à mettre les mesures de protection, à leur charge. Donc, c'est pour pas les dissuader non plus, parce que bon, le principe du 5e provisionnel n'est pas encore bien intégré ici au niveau de la zone, bien que sur d'autres territoires de chasse, le concept existe déjà depuis des décennies. Ici, c'est nouveau, et c'est pour pas que ce soit rébarbatif vis-à-vis des petits locataires. Les locataires, habituellement, ce sont quand même des locaux. Et, généralement, c'est plus pour les petits chasseurs locaux. Sur notre pays géographique, sur les termes petits, parce que le territoire est moins grand. Je passe. Il y a ta main? Passe au vote? Oui. Oui, je m'abstiens. Oui. 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 Le point 4. Donc, c'est un cahier des charges pour la fourniture de pelés en vrac et de paquets, pardon. Puisque le pelé, on est inférieur au marché. Ici, il nous permet de faire une procédure négociée. Ici, on est en appel de public. Donc, le coût il est supérieur à 90 000, c'est ça? Voilà. Y a-t-il des remarques? Le cahier des charges a été fait notamment par Laura avec la fondation France Lao qui est chargée de pour être certain d'avoir des produits de qualité. Remarque? Oui. Le contrôle des fournitures, le contrôle est fait à chaque réception de fourniture. Oui, et il y a un rapport avec ce contrôle? Ils doivent produire de toute façon un document pour attester la qualité du produit. Et notre seul contrôle qu'on s'est fait quand il était fourni, c'est visuel, rien d'autre. Mais il y a deux points, il y a l'humidité et il y a le calibre. Aussi bien en longueur qu'en épaisseur. Parce que souvent on a eu des problèmes, c'est pas bien, c'était pas spécifique, alors ça bloquait les distances.
Passer au vote? Oui. 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 Cahier des charges pour l'installation de capteurs intelligents pour le réservoir avec interface d'analyse et de données. Qui ça dans la vidéo. Passer la parole à vous. Ces capteurs viennent d'un projet Smart City qu'on a développé un peu avec Idelux. Et dans ce cadre-là, on peut avoir un subside, mais on arrive quand même à 98 750 € TVA compris. Et dans ce cadre-là, ce serait un placement de capteurs tant à l'entrée et qu'à la sortie des réservoirs, de telle manière à pouvoir détecter les fuites relativement rapidement, éviter à notre personnel de devoir passer tous les jours à tous les réservoirs, et en même temps pouvoir tirer des statistiques pour l'ensemble de la population. Donc c'est un outil de gestion qui paraît élevé, mais qui est indispensable et qui nous permettra d'avoir une gestion plus aisée dans ce réseau. Gagnant, vraiment. À l'heure actuelle, les fontainiers passent tous les jours. Donc, Une fiabilité, une traçabilité, un suivi informatique. Les 22 communes qui sont toujours propriétaires de leur réseau de distribution, je pense à Lyon avec un enfant qui dirige, eux, certaines communes ont déjà un petit peu ce système-là aussi. il y en a certaines qui ont commencé comme nous dans le même type de projet, et ici, le fait de le faire avec Idelux, on partagera en même temps nos résultats et nos façons de se travailler. Ça n'empêche pas quand même de visite régulière sur la qualité de l'eau. Surtout ces moments-ci, quand il a plu assez bien, on a eu ce problème avant. Là, heureusement que les gens le signalent assez tôt, sinon on est parti pour quelques heures de purge. C'est un maintenant. Il y a d'autres remarques à formuler? Passons au vote? Oui. 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 Le plan pilotage et communal, convention d'accompagnement et de suivi avec le CFCT. Oui, ben donc, comme vous le savez, le nouveau pacte d'excellence, nous devons faire un plan de pilotage pour toutes les écoles. Donc, après discussion avec les directeurs, on a décidé d'adhérer à cette proposition de convention pour pouvoir être aidé tout au long de la mise en place du plan de pilotage. Donc, on devait normalement mettre en place un conseil de participation. La première réunion devait avoir lieu ce mois-ci. On va attendre un petit peu. Donc, pour le conseil de participation, il y a une ou deux personnes du PO, les directeurs et les parents. Mais voilà. On va se faire plus tard. J'ai une question de CCT, c'est payé pour ça ou Non. Non. On paye déjà assez cher au CCT. Oui. Après, je pense que c'est quand même important d'avoir quelqu'un pour nous guider parce que. Non, ça va, c'est un peu comme. C'est pas comme la FFW qui se fait. Non. Y a-t-il des questions par rapport à ceci? Passons au vote? Oui. 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 Alors, contrat de droit de superficie pour les installations de télécommunications de fourrière de l'Externe. Alors, pour avoir des relais GSM, pour avoir une couverture suffisante de GSM, il y a des pylônes qui ont été installés à Fourrière et Vaux, entre autres, où il y a deux opérateurs sur l'antenne du côté de la Fourrière, et il y en a une antenne entre Masbourg et l'Esterne. Pour aller vers le point d'arrêt, pour le Masbourg, puis sur le dernier virage, à gauche, il y a une antenne là pour un opérateur. Donc, on reçoit une location pour le droit de superficie. Donc, ce qui était proposé,
Asteria, c'est lui qui met en place les pylônes. Et puis après, entre guillemets, pour trouver des opérateurs qui viennent se rattacher sur ces pylônes. Ce qui est ici, jusqu'à présent, c'était les opérateurs qui nous donnaient une location de superficie. 2500 à peu près pour Blood, 2200 pour Blood et 5300 pour l'autre. Pour Fourier, c'était plus important parce que les deux opérateurs. Sans trahir la perspective entre les différents opérateurs, il y a probablement une fusion qui va intervenir entre les différents opérateurs, voire certains opérateurs, si bien que la location qu'on reçoit, je prends le cas de Fourier, si c'est les deux qui sont sur Fourier maintenant se fusionnent, ils n'auront plus besoin que d'une antenne, donc notre loyer va diminuer. Donc ce qui est proposé ici par la société Asteria qui crée les pylônes, c'est de reprendre les locations à sa charge, et directement, mais pour 20 ans. Pour 15 ans, mais il y aurait un one-shot, au lieu de recevoir un loyer tous les ans. Alors on recevrait à l'heure actuelle 22 000 pour un emplacement et l'autre 48 000. Donc on recevrait ça maintenant, puis pour les 15-20 ans à venir, on ne recevrait plus rien. Il faut savoir que l'évolution, pourquoi le collège va dans le sens de prendre l'argent maintenant et ne pas poursuivre éventuellement un loyer qui peut être annexé. C'est parce que l'évolution au niveau tout ce qui est communication fait que si ça tombe dans 10 ans, il n'y a plus de pilier. Donc là, le risque pour Asteria, c'est lui qui le prend. Et nous autres, on reverrait la convention collective qui en son temps avec les différents opérateurs. On met à terme à cette convention-là. Asteria doit tirer son plan pour le droit de superficie, transférer le droit de superficie à son bénéfice, et on recevrait l'argent directement. Parallèlement à cette opération-ci, il y a une autre opération qui intéresse également la commune, c'est sur le territoire d'Angly et une partie du territoire de Fourrière, qui n'est pas couvert par le réseau GSM. Donc Asteria, en plus de cette opération-ci sur laquelle on marque notre accord, construirait un pylône sur un terrain de fabrique d'église à Angly. Ce pylône se situerait quand vous descendez les Plantiques, quand vous descendez sur Angly. Avant de descendre vers le bois, vous prenez à droite. Le lieu à droite, c'est le Plantis. Vous montez, vous avez le réservoir au-dessus de la SPDE. Vous redescendez vers Angly. Et là, le long du chemin, il y a une propriété de la fabrique d'église. La fabrique d'église a déjà pris accord avec la société ici pour donner un droit de superficie de 20 000 euros s'il installe. Donc, non seulement ici, il y a le jeu financier, c'est la perspective pour Asteria, si on lui consent de lui repasser la main pour la gestion des deux pylônes Fourrière et Mazou, mais en plus, il y aura l'opportunité de pouvoir installer un pylône sur le terrain de fabrique d'église d'Angly, qui bénéficiera à la population sur le dessus de Fourrière et d'Angly. Alors, indirectement, si ça arrive à la fabrique d'église, ça vient sur le budget communal, en fait. Est-ce qu'on est d'accord pour aller dans la proposition qui nous a été faite par Asteria, donc de lui confier la gestion des deux pylônes qui sont sur Fourrière et entre Mazou et les services. Au lieu dit quoi d'arrêt. Mais je crois que c'est sur le territoire. Juste un truc. Sur les années. Donc c'est un droit de fibre en 50 ans.
Donc dans 50 ans, évidemment, il n'y aura plus d'eau. Donc à ce moment, est-ce qu'il est pas de construire quelque chose sur ce terrain-là Pour un permis d'urbanisme. Ouais. Donc s'ils devaient reconstruire, ils doivent revenir vers la commune. L'office qui a des belles antennes, n'a pas Par exemple, ici, ça rajoute des antennes, ça permet de l'urbanisme. Oui, parce que fatalement, ce pylône-là, dans 50 ans, ils ne sont plus là, donc il faut bien qu'un jour, il fasse autre chose. et ici, par exemple, pour le terrain de fabrique d'église dans l'île, avant qu'on nous parle de fusion et tout ça, entre les différents opérateurs, on avait déjà délivré un permis pour la fabrique d'église d'Anville, un permis d'urbanisme, pour qu'ils puissent construire la prison. Et comme il y a ce carpouillage, par exemple, entre les différents opérateurs, pour être certain qu'au moins le pilote soit construit, c'est nous qui le reprend en charge. Par ailleurs, le deuxième pylône pour lequel on va passer une convention sur Fourrière, vous allez remplacer un pylône du terrain de football pour mettre un deuxième pylône, ce ne sera jamais finalement. Vu la fusion qu'il va avoir, ils vont rester tous sur. Oui, bien sûr, il n'y a plus qu'un seul pylône, mais c'est ça. Donc ce qui se passe ici, c'est dans la perspective, un des deux opérateurs, c'est Proximus. Donc tout le recyclage, tout ça qui se passe au niveau des dégraissements, au niveau du personnel, c'est dans le cadre de cette fusion. Voilà. On peut aller en ce sens-là, passe au vote. Oui. Je vais être très Oui, vas-y. donc, parce que je vais donner la différence de prix entre les deux terrains, ça va être difficile. Il y en a qui touchent beaucoup plus de population que l'autre. Ah, c'est ça. Ok. Masbourg, à part le chemin de fer et la population de Masbourg, il n'y a pas tellement de population. Fourrière, comme vous trouvez, C'est ça qui fait la différence de prix entre les deux, alors que c'est la même surface. Ok, d'accord, merci. Donc on est arrivé, hein. Oui. Oui, il a dit oui. 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 Alors ici, c'est une permission de voirie pour 31 centimètres. Donc, cette permission est accordée à toute sociétaire et pourrait être révoquée à tout moment moyennant un préavis de 3 mois à signifier par lettre recommandée. Il y a des questions à poser, bien vous poser au Bordelais, ils sauront vos réponses. Pas de questions par rapport à ceci, c'est jamais 3 centimètres. Passe au vote. Oui. 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 Le point suivant en session, je pédale pour ma forme règlement et indemnisation des animateurs. Donc il y a 2 points là-dedans. Le premier, c'est le règlement, ça peut l'appeler. Oui, donc ici, je pédale pour ma femme, c'est une initiative du gouvernement, où je suis président. Donc, on avait mis ça en place l'année dernière, et donc maintenant, c'est les communes qui vont se charger d'assumer cette responsabilité-là. Et il y a naturellement le GAL Romana, Rochecourt, Marche, Massogne. Il y a aussi d'autres GAL qui ont aussi appliqué ce principe, donc je pédale pour ma femme. Le principe actuel, c'est de permettre à des personnes de remettre le pied sur la pédale, si j'ose dire, et de commencer à rouler en vélo. Pour l'apprentissage, ça va se pratiquer avec 2 sortes de vélos, avec assistance et les vélos ordinaires. Normalement, il y a 2 sessions qui sont prévues, donc une session de printemps, mais ça, je sais quand on l'a fait, ou si elle se fait au printemps, et une session d'automne. Le prix par participant est de 30 €. Il y a toujours l'intervention habituelle, donc ça c'est une partie du dossier. Ce qu'on relancera après, c'est une session je pédale pour ma forme, mais un peu conforme à ce qui se passe avec je cours pour ma forme. Donc là, à ce moment-là, ce sera vraiment des balades avec des personnes qui ont repris goût à rouler en vélo. Et alors là, probablement qu'il y aura des groupes différents parce que moi qui fais de vélo depuis longtemps, suivre quelqu'un qui a quelque part une batterie,
tu vas le suivre pendant 20 km, mais après, tu vas atterrir là-bas. Et donc, et ça, on le fera par après. Actuellement, c'est une remise en selle, comme on dit. Et puis après, naturellement, il y aura la suite telle qu'elle a été faite pour le. Donc, je pour ma femme. Donc, la première partie ici du dossier, c'est sur la participation financière des participants qui est fixée à 30 €. 30 €, c'est le même prix que pour les participants de Je cours pour ma femme. Ça commence à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge. C'est réservé aux adolescents, à tous ceux qui savent. C'est une remise en selle. Ça peut être demandé. Oui, les 30 €, ça compte quoi? C'est les frais d'assurance? Ben, dedans, il y a l'assurance. Okay. Et ici, contrairement avec Je cours pour ma femme, les 30 €, là aussi, eux, on verse une partie à Je cours pour ma femme. C'est une organisation. Ici, c'est tout à fait différent. C'est une initiative du gars. Et donc, ça veut dire que les recettes, ils reviennent pour la commune. Mais alors, ce qu'on fait avec Je cours pour ma femme, si tu veux, pour les 2 sessions, lorsqu'on arrive au terme de la session, on paye un pain saucé, et alors il y a des boissons, tout ça est englobé dans ce prix. D'accord? Et ici, Je cours pour ma femme, le participant ne paye rien, parce qu'il paye sa cotisation. Ici, le conjoint veut venir, lui paye 4 €. Et donc, on a plus de presque. Et la mutuelle, elle intervient pour combien? Certaines mutuelles, c'est 35 et d'autres, c'est bien plus. 42, ça dépend. En fait, c'est dans 2 morceaux parce qu'il y a une partie du règlement ici est soumise à tutelle, tandis que l'intervention pour les coachs n'est pas soumise à tutelle. C'est pour ça qu'il y a 2 délibérations dans le même point. Parce que ça ne regarde pas la tutelle de comment on indemnise les coachs. Et donc, si je passe directement à la deuxième partie, donc la deuxième partie ici du point, elle concerne justement les animateurs. Donc actuellement, il y a deux animateurs, comme ça, parce que Je cours pour ma femme, on s'appelle les animateurs, donc il y en a 2 qui sont chargés donc, de coaching, quelque part de coacher ces personnes-là qui se remettent en selle, qui ont suivi une formation spécifique pour pouvoir les accompagner, donc une formation qui a duré quand même pas mal de temps. Et alors, ces personnes-là, ce qu'on propose, c'est qu'on leur octroie 250 € par session. C'est le montant que l'on octroie aux animateurs de Je cours pour ma femme. Donc, quelque part, maintenant, comme ça revient sur le giron, dans le giron communal, on ne va pas faire de différence, tant pour les animateurs que pour les participants. Donc, la proposition, c'est 250 €. Quand même, pour les animateurs, actuellement, il y en a 2. Voilà, je ne sais pas si il y a des questions. Tu peux mettre au vote les 2 propositions en même temps. Oui. 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 Point suivant, indemnisation des surveillants des salles communales. Donc, attendu qu'il faut effectuer un état des lieux à chaque location et un inventaire de la vaisselle, considérant que le personnel communal ne peut gérer cette surveillance, parce que justement c'est principalement en dehors des heures, en plus au week-end. Il peut ici l'autorité de collège à faire appel à des volontaires bénévoles en vue de gérer la surveillance des salles communales, comme ça se faisait déjà précédemment, et d'établir avec chacun des volontaires une convention de volontariat prévoyant une indemnité de 300 € par an pour le remboursement des frais supportés par un volontaire. L'appel des volontaires bénévoles, il est fait par où? Enfin, par quel canal? Ici, donc il y en a déjà certains qui sont en place. C'est des personnes qui habituellement se proposent d'elles-mêmes pour consulter pour voir si elles sont d'accord de gérer. S'occuper d'une salle, c'est pas du tout évident. Vous avez intérêt à habiter à proximité. Oui, je me doute, je ne dis pas le contraire. Oui, mais bon, c'est pour te donner dans quelle procédure ça se situe. Maintenant, dans certains villages, c'est pas du tout évident de trouver quelqu'un. Principalement, c'est du bouche à oreille. On essaye de trouver, on leur dit, des personnes qui ont déjà l'habitude de fréquenter la salle. Parmi les personnes qui fréquentent, on regarde déjà qui se sort là de gérer
se mettre ce travail-là sur les deux. Et majoritairement, à l'heure actuelle, ce sont des personnes âgées. Ouais. Parce que chaque fois que la salle est occupée, il faut aller faire l'état des lieux et tout ça pour quelque part une indemnisation. Il faut aussi des frais de téléphone. Hein, parce que souvent, les gens qui louent le téléphone, et puis il faut filmer. Hein. C'est un travail. Et les 300 € d'indemnité, c'est à nouveau pour les frais de téléphone, etc. Pour tous les frais. Pour les déplacements. Oui, tout. Pas d'autres questions? Après au vote. Oui. 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 Donc, il manque des membres, que tout va bien. Donc, on va commencer un peu plus de débuter ensuite au décès de Jean, donc qui était toujours conseiller actif au niveau du CPS. Donc, le groupe intercommunal propose la nomination de Théophile Gérard pour achever le mandat de Jean. Pas de questions? Passe au vote. Oui. 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 Bon, les informations, les communications, tout d'abord, on a reçu un courrier du gouverneur qui indique que le budget de la zone de police est accepté avec une intervention de la commune de 297 866 €. Plus le plan gros privé comme 242,40. Alors, la région wallonne ici, qui marque son accord sur la délibération, recouvrement des créances fiscales. Également, le budget d'exercice 2020 de la commune est validé moyennant des petites corrections qui doivent être apportées. Extraordinaire également. Au niveau de la région wallonne, les conditions de traitement et de promotion de directeur financier qui ont été approuvées. Donc, avec les circonstances actuelles, la procédure est déjà mise en suspens. On avait déjà commencé à prendre contact pour voir quelles étaient les personnes qui pourraient faire partie du jury. Ça, l'administration de l'entreprise des marches à ce niveau-là avait déjà obtenu certains apports pour cette proposition au jury. Maintenant, pour voir si ces personnes sont toujours disponibles, on va faire refixer une date pour passer les épreuves. Donc, il y a une épreuve écrite et orale. Tout ça est mis en suspens à l'heure actuelle. Alors, on a reçu un courrier ce jour. Vous avez entendu parler de l'humiliation à Cornières. Donc, je vais vous lire le courrier que le ministre Dermagne, qui a dans ses attributions justement les sécurités, aux membres du collège communal, donc c'est adressé à tous les collèges de Wallonie. Il me revient que récemment, l'ensemble des bourgmestres ont reçu une invitation de la part de la coopérative Humulation, qui nouvellement constituée a pour objectif de créer le premier centre pilote pour l'humulation, de former les futurs humulisateurs et de mettre à disposition des communes le matériel adéquat. Ce courrier vise à inaugurer le terrain de Cochal en tant que premier centre pilote pour l'humulisation. Parallèlement à cela, il appelle que les communes ont été conviées pour celles qui le souhaitent acquérir une part à concurrence de 250 € à la coopérative d'économie solidaire d'humulisation. Actuellement, les seuls modes de sépulture autorisés se limitent à l'animation et à la crémation
Cette limitation s'inscrit tantôt dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation, article 1232, paragraphe 17, tantôt dans l'arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 qui porte à l'exécution de cette partie du code. Par conséquent, l'immunisation est inenvisageable à titre de sécurité pour l'instant. Toutefois, je tiens à rappeler que la déclaration de politique régionale de Wallonie pour la mandature 2019-2024 vise expressément la volonté par le gouvernement wallon d'assurer l'exécution de la nouvelle législation relative aux funérailles et sépultures, de poursuivre les études préalables à la reconnaissance de l'immunisation. Dans ce cadre, je vous informe que les expériences pilotes visant à étudier la praticabilité de l'immunisation en tant que mode de sépulture sont actuellement en cours de réalisation. Les résultats qui en découlent devraient m'être communiqués prochainement. Par la présence, il me paraît donc utile de vous rappeler les actes de la législation, aucun engagement contraire à la loi de façon directe ou indirecte, notamment par l'adhésion à un projet contraire au droit en vigueur, ne saurait être admis. Tout état de cause, toute décision prise à l'encontre des dispositions légales en vigueur pourrait être de nature à engager la responsabilité civile, voire pénale, de leur auteur, sans préjudice bien sûr de la contrôle de légalité relevant de mes compétences. Je souhaite avoir une réception de la présidente, donc ici le ministre d'Allemagne attire bien l'attention que ce mot de n'est toujours pas autorisé et que comme les bourgmestres avaient été conviés à l'inauguration qui avait lieu, qui était programmée ici, le 21 mars, il faut savoir qu'aujourd'hui, après-midi, j'ai reçu un mail de l'association pour dire que c'était décommandé vu les circonstances qui régissent par ailleurs notre pays. Donc ça n'aura pas lieu d'être dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Oui. Ce sera reporté, c'est pas. On ne sait pas encore. Ah de toute façon, ici, ce que le ministre attire l'attention, c'est que les communes ne peuvent pas participer. Moi, pas hors de commune. Maintenant, s'il y a des individus qui veulent le faire, c'est à eux. Mais la législation n'est pas encore programmée pour permettre ce genre. Ça arrivera peut-être un jour, mais c'est pas encore d'actualité. Il faut savoir qu'au niveau de la commune, officiellement, nous n'avons toujours pas reçu de demande officielle pour quelque aménagement que ce soit. Donc là, il y a une infraction au niveau urbanistique. Donc, le seul contact que nous avons eu, c'était au mois d'octobre 2019, lorsqu'ils ont fait la construction. Donc, je m'étais rendu sur place, où j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Dupont, Cédric Dupont, qui est le promoteur de ce projet-là. Et donc, moi j'intervenais là pour l'infraction urbanistique. Ils étaient particulièrement heureux qu'on puisse lui dresser un procès verbal, puis certains de son fait contre la région wallonne, alors contre la région wallonne pour la matière urbanistique, sachant que lui considère que les 100 mètres carrés qui sont là de locaux, ce sont des ateliers de construction de chantier, donc pas nécessité de permis, dans les 5 ans ce serait démonté. Et alors il a fait également une modification de relief, c'est qu'il y a une fosse qui est établie, pas pour y mettre les personnes, apparemment c'est pour rétention d'eau, il y a quand même quelques mètres de fosses qui sont là. Donc pour ces deux points-là, il lui avait attiré son attention que je faisais suivre le constat au service d'infraction de la province, infraction urbanistique de la province, et s'en trouvait en chantier. Donc, sachant que, comme on le dit, c'est pas légal, on n'avait pas permis tout ça, de considérer que comme c'était une construction pour le chantier, c'était tout à fait autorisé. À cette occasion-là, elle avait justement expliqué le concept qu'il voulait mettre en place pour l'immigration. Et le contact officieux par rapport à l'événement démarche, mais autrement, des démarches d'événements officiels au niveau du conseil, de l'administration communale, il n'a jamais fait. Donc on revient en cours avec un cahier des charges pour ça sur 7 ouvert. Il faut savoir que la commune de Marsol est propriétaire de quelques hectares de bois sur le territoire d'Awen. Le territoire d'Awen
ils appellent ça le bois de l'Esternie. Donc là, il y a une superficie de 44 hectares et demi. 44 hectares et demi, ça veut dire qu'on ne sait pas faire un territoire de chasse seul. Donc on est tenu ici, comme tout à l'heure pour les autres territoires, travailler avec le voisin. Le voisin ici, c'est la commune de Saint-Hubert, qui est propriétaire, qui va lancer une adjudication. Donc on aurait pu officialiser directement le cahier des charges de Saint-Hubert, mais comme il y a quand même une différence, vous avez parcouru le dossier qui vous a été transmis, il y a une différence significative quand même entre le cahier des charges de Natson et celui de Saint-Hubert, le FUSC au niveau du PEST, le FUSC au niveau du nourrissage. Donc, ce que nous avons convenu avec le DNF de Saint-Hubert et la ville de Saint-Hubert, c'est justement dans l'annexe 1, où on parle toujours des conditions particulières pour le lot de chasse concerné. Et vous voyez à l'annexe, je vais vous dire où ça se situe. Donc, il est indiqué que le nourrissage, conditions particulières, vous voyez, tout en bas de la page 17, l'avant-dernière ligne, conditions particulières, le lot de moins de 100 hectares, le nourrissage est interdit. Donc, il faut essayer de rester toujours conforme par rapport à ce que nous avons convenu sur notre territoire et que l'on soit en conformité avec les recommandations à laquelle nous avons adhéré dans notre charte PESC, donc on interdit le nourrissage. Pour le reste, il y a quand même quelques différences par rapport à notre cahier des charges. Bon, ça se fera dans leur bloc, en même temps que la mise en location de la chasse de Saint-Hubert. Si une remise en location peut se faire, des fois, si on peut encore se réunir à ce niveau-là ou pas. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se réunir, parce que je n'ai pas dit au niveau de la chasse. Le plus que si vous avez une publication ici au niveau de la maison rurale, on a suffisamment de superficie, je vais dire, pour mettre les éventuels candidats, si candidat y avait, dans une salle comme ça. Donc, une adjudication publique peut-être pourrait se faire si c'était une proposition actuelle. Donc voilà, ce que je suis parvenu à avoir au cahier des charges de Saint-Hubert, c'est qu'on interdit le nourrissage sur notre propre lot. Pour le reste, je suis tributaire, la commune est tributaire de ce que Saint-Hubert ainsi. Ils ont le conseil communal, Saint-Hubert. En principe, si ça peut se faire la semaine prochaine. C'est pour ça que est arrivé ici. Donc, quand le DNF de Saint-Hubert me l'a envoyé, nous autres n'avaient jamais trouvé notre ordre du jour. C'est pour ça qu'on a été écrit ici en urgence. Pour ne pas freiner Saint-Hubert à ce niveau. Pas de questions à ce vote? Oui. 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 Alors, donc, le 12, c'est l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion de la stabilité des terres, motion relative à la demande de recours de l'entrée en vigueur partielle qui est prévue le 1er mai. Donc aussi l'urgence parce que c'est le 1er mai et qu'on a intérêt à nous faire entendre si on veut avoir passer la parole à André. Oui, voilà. Donc ici, vous avez peut-être appris, la commune d'Andenne avait introduit une motion contre cet arrêté du gouvernement wallon. Il devait être mis, donc ça concerne, ça va exactement de quoi on parle, ça concerne la gestion et la traçabilité donc de toutes les terres qui sont soit enlevées à un endroit et remises à un autre endroit. Donc si vous allez vous retirer de la terre à un endroit et vous allez la mettre donc, dans la terre saine, comme ça vous allez
la transporter à un autre endroit où la terre n'est pas saine. Donc là, il y a naturellement relevé de chaque côté. Et donc ce gouvernement, cet arrêté du gouvernement wallon devait entrer au préalable le 5 juillet 2018. Donc il devait prendre vigueur à ce moment-là. Et il y a eu de nombreuses discussions contre certains points, concernant certains points qui n'étaient vraiment pas appropriés pour certaines communes, ça allait trop loin. Il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de terres polluées aujourd'hui. Donc ça allait trop loin, et pour d'autres, ça n'allait pas loin assez. Et donc, je pense que l'initiative de la commune d'Andenne est à saluer, mais dans tous leurs points, donc ils avaient soumis leur demande ici de motion à toutes les communes wallonnes, et ils avaient soumis ça, leur motion, mais pour les suivre. Mais dans leur motion, il y avait 11 points, je l'ai ici, mais il y a certains points quelque part qui ne sont même pas justifiés. Par exemple, si je reprends le point 2, il est impératif de prévoir l'application d'une mesure transitoire pour l'entrée en vigueur de l'arrêté. Oui, ben moi, quand je vois ici l'arrêté qui devait être mis en vigueur en 2018, il a été postposé au 1er novembre 2019, et puis à nouveau reporté au 1er mai donc 2020. Donc, pour prendre cet article-là en vigueur, dire ça va pas, ils vont postposer, alors que ça a déjà été postposé plusieurs fois. Ce qui s'est passé ici au sein des Deluxe, là je représente la commune dans deux conseils d'administration, le conseil d'administration de l'eau et de l'environnement. Et donc au sein du conseil d'administration de l'environnement, on s'est réunis à plusieurs reprises, parce que c'est vrai que cet arrêté du gouvernement wallon doit être mandaté, mais avec les réalités de notre province de Luxembourg, qui ne sont pas les mêmes de la région d'Andenne ou dans le Hainaut ou ailleurs. Et donc, ce qu'on vous propose ici, c'est une motion, mais qui a été proposée à toutes les communes, donc dépendant d'Idelux, dans au sein de Luxembourg. Il y a aussi d'autres communes de la province de Liège, qui font, il y a 6 communes de la province de Liège qui font également aussi partie d'Idelux. Donc, cette motion sera proposée donc dans toutes ces communes-là. Et là, vraiment, on parle de notre réalité de la province. Vous avez la motion là. Moi, je peux relire 2-3 points importants qui sont là, ou vous les lisez, ou je vous les relis. Pour moi, ce qu'on vous dit. Je vais lire 2-3. Donc, premièrement, la nécessité de disposer de toute urgence d'une carte de concentration donc du fonds des autorités et permettant la prise en compte des caractéristiques géochimiques naturelles, la souplesse que permet l'article 44, compagnie donc de l'arrêté du gouvernement wallon, se heurte à l'absence de véritable cadastre des concentrations donc de fonds. Partant, entraînant notamment la nécessité de réaliser une étude de sol sur la parcelle réceptrice pour attester de cette concentration géochimique naturelle. C'est ce que j'ai dit. Donc on analyse la terre pour la transporter ailleurs, mais il faut également analyser la terre où on va la transporter. Parce que si elle est polluée, c'est un deuxième point ici. La prise en compte indiscutable de la dimension des caractéristiques géochimiques naturelles des terres dans le cadre de la recherche de solutions de valorisation, notamment en supprimant la limite de l'article 14, moi je parle toujours de l'arrêté de la région wallonne. Si les mêmes anomalies naturelles sont constatées sur le site récepteur d'origine, pourquoi les terres à valoriser devraient-elles ne pas dépasser 80% des concentrations de fonds de site récepteur et non hors vigueur? Alors je voudrais quand même attirer votre attention sur un point qui est repris tant dans la motion d'Andenne que dans celle-ci, parce que là ça va coûter de l'argent aux personnes qui font transporter leur terre et aux personnes qui l'accueillent. La consécration du caractère définitif et opposable à tous le certificat de contrôle de la qualité des terres, y compris au centre de valorisation, là on parle des centres de valorisation d'Idelux entre autres, il est inacceptable et indéfendable de supporter les coûts d'un contrôle
qualité des terres, d'un rapport qualité des terres et d'un certificat de contrôle de la qualité des terres délivré par Walter, pour se voir au final imposer des surcoûts pour de nouvelles analyses, voire se heurter à un refus d'accès au site récepteur avec le blocage des travaux qu'un tel refus induirait. Donc, quelque part, si vous recevez l'autorisation, ben, elle va naturellement des terres où l'on est, jusqu'au lieu où on les transporte. Et ça veut dire que cette autorisation vient coûter de l'argent, parce que quand on voit les autorisations, ce que ça coûte, ça va coûter de l'argent, mais il faut vraiment que cette autorisation soit définitive. Si moi aujourd'hui j'ai l'autorisation de transporter ma terre ailleurs, et puis qu'on dit après, oh sorry, ça va pas, donc moi j'ai payé pour rien. Donc ça c'est un des points dans le sous qui me semble le plus important. Il y a aussi le rehaussement du seuil de 10 mètres cubes au-deçà duquel les obligations relatives à l'utilisation des terres et au transport et à la traçabilité des terres ne sont pas d'application moyennant conditions. Et alors, dernier point que nous sommes aussi quel serait le seuil qu'on préconiserait? Quel serait le seuil qu'on préconiserait? Ici, simplement l'assouplissement. Ici, où je vous le dis après, le rehaussement du seuil, ça veut dire. Ici, le point 7, si tu veux, il répond en partie. Ah, oui. L'assouplissement des obligations concernant les quantités inférieures au seuil de 400 mètres cubes, 2 mètres 400 mètres carrés, donc c'est 400 mètres cubes, est supérieur à 10 mètres cubes. Tu comprends? Ça, le point 7 répond au point 6. Moi aussi, j'ai pris connaissance de la notion que Marc l'a rédigé après le collège. J'en ai pris connaissance tout à l'heure en arrivant aussi, mais je pense qu'il est important pour notre commune, en particulier, naturellement, de signer cette motion, ce projet de motion qui vous est présenté. C'est valable également pour les particuliers quand ils construisent. Hein. Ah oui, c'est ça que j'avais dit. Enfin, oui. c'est pour tout le monde, hein. Le point 7 pose question, parce c'est que ça. celui qui construit sa maison, ne fût-ce que pour faire le terrassement, il va se retrouver entre les 10 et les 400 mètres cubes. Il faut la traçabilité de toutes ces choses-là. Ça va prendre du temps, il y aura des coûts. Déjà, comme ça, pour construire pour un particulier, c'est pas donné. Mais si en plus, il y a toutes ces choses-là qui viennent se grever dessus, et tu as raison. Le particulier va pas s'en sortir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut un seul certificat. Toi, tu vas payer pour avoir ton certificat, puis alors tu vas transporter ta terre. Et là, on va te sourire, on ne le fait pas, parce que c'est pas conforme. Donc, si tu enlèves la terre polluée. Mais même sans être pollué, il y a non, mais si tu enlèves de la terre polluée, tu ne vas jamais avoir ton certificat. Non, hein. Non, d'ailleurs, tu n'as pas qui va s'en mêler. Oui. Ça coûte combien? C'est pas donné. Ça coûte combien? Ça, je ne vais pas. Nous n'en parler. On n'a pas encore la tarification n'est pas reconnue. C'est une belle surprise. Simplement, c'est une suite à l'initiative de la commune d'Andin. Ça va attendre. Mais il y a beaucoup de communes et qui sont dans cette mouvance-là. Pour le moment, il y en a 5, mais maintenant, bon, je te dis, Andin a fait parler de sa motion fin janvier. Mais maintenant, ici, dans notre région, il n'y en a pas. Et ailleurs aussi, je suppose. Parce qu'il est, d'après ce qu'on dit, il est impératif de modifier l'arrêté du gouvernement. Voilà. Là. Alors, demande d'explication sur le vote. Oui. Oui, je m'abstiens. Oui. 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 L'interpellation citoyenne va être acceptée. Donc la séance publique se termine ainsi. La seule chose que je souhaite rappeler, tout qui est présent ici, soyez au moins un exemple pour nos concitoyens et respectez les consignes qui sont données, ne fût-ce qu'au niveau des réceptions, festivités et autres, les demander de s'abstenir dans ce genre de manifestation. On n'en sortira pas. Donc, si tout le monde ne respecte pas les règles du jeu, on est mal embarqué. Et quand on voit l'attitude, et on a encore rencontré ici dernièrement, durant ce week-end, les personnes ne sont pas du tout conscientes de la gravité de la situation dans le chef de certaines personnes. Et il ne faut pas un gros pourcentage
de personnes qui dérivent pour toute la misère sur notre pays, quoi. Donc, si on vous en parle, faites passer le message que la situation est comme une préoccupation. Quand tu penses qu'il y a des gens qui disent que oh, mais c'est un coup de montée, c'est ci, c'est là, c'est politique, ça a été dit dans des commerces ici en Amazon. On ne pas compte de la situation. Mais c'est pour te dire que les gens sont. Les décisions qui ont été prises par le milieu politique, c'est quand même sur base des avis des citoyens. C'est certain. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, il ne faudrait quand même pas que nous soyons responsables de par notre comportement, ce qui pourrait encore aggraver la situation chez nous. Vous avez une réunion du gouverneur aussi. J'ai eu une réunion vendredi dernier avec le gouverneur, mais il y a déjà des mesures qui étaient préconisées là, entre autres la tenue du conseil communal pour aujourd'hui. La question avait été posée et il était de devoir des mandataires d'assumer leur mandat en tant que personne responsable. Et donc, c'est pour cette raison-là, entre autres, que le conseil était maintenu, parce que ce que le gouverneur demande, c'est que les 44 communes travaillent de concert et il n'y ait pas de particularité à gauche ou à droite. Malheureusement, comme on peut le voir sur la province voisine, la province de Namur, ce n'est pas tout à fait la même connaissance de ce qu'il y a chez nous. Et donc, la raison pour laquelle il a été demandé, principalement par le gouverneur, que les communes, les conseils communaux assument leurs responsabilités. Et dans une situation de crise, il ne faut pas que les responsables politiques fuient leurs responsabilités. C'est justement à ce moment-ci qu'on a besoin d'eux. Et donc, c'est vrai qu'il y a des recommandations qui ont été formulées depuis lors, en demandant d'évoquer vraiment l'urgence. Mais l'ordre du jour étant tel qu'établi aujourd'hui, n'allait pas faire la distinction parce qu'il était vraiment urgent ou pas. On fait un conseil communal et qu'on inscrit les points à l'ordre du jour et qu'ils doivent être débattus. Si c'est pour faire les débats dans 6 mois, on aurait pu attendre. Mais principalement, tous les points qui étaient communiqués, mis à l'ordre du jour ici, c'est qu'il nécessitait une décision rapide. On aurait eu le collège aujourd'hui pour fixer un conseil, je ne suis pas certain qu'on l'aurait fixé, avec les données qu'on a. Et comme la procédure était lancée, et que je crois que les dispositions que nous avons prises ici pour installer le conseil étaient pour nous, au niveau du collège, suffisant pour assurer un conseil dans des conditions acceptables et raisonnables. Y a-t-il des questions?